hésité à contracter un crédit octroyé sans aucun intérêt. En effet, il s'agissait lors de cet atelier d'inciter les publics, en majorité de femmes, mères de famille, à investir avec le fonds reçu dans le commerce informel, dans les petites et moyennes entreprises, en vue de sortir de la pauvreté et de la précarité sous toutes ses formes. C'est surtout les adhérents de la direction de la microfinance qui sont visés. Pour plus de précision, écoutons la secrétaire d'État à la solidarité, Madame Zahra Youssouf Rayat. Mon plaisir et ma satisfaction pour participer avec vous à cet atelier sur le rôle de la microfinance islamique en matière de réduction de la pauvreté. Le gouvernement djiboutien, à travers l'initiative nationale de développement social que le président de la République a lancée en 2007, fournit d'énormes efforts dans la lutte contre la pauvreté. Le choix de la microfinance islamique à Djibouti se justifie par sa capacité d'inclusion financière des personnes vivant dans des conditions d'extrême pauvreté. C'est d'ailleurs ce qui a motivé le choix de la zone de Balbala pour l'installation de l'unité pilote de microfinance islamique, notamment dans le cadre du projet de réduction de la pauvreté urbaine de Balbala. Dans le cadre d'un programme d'assistance technique aux institutions de microfinance financé par la Banque africaine de développement, avec la collaboration de l'ADDS et de la Banque centrale, un expert a été mobilisé pour appuyer l'unité de microfinance islamique à améliorer ses pratiques afin de s'aligner aux normes et pratiques internationales. Autre nouvelle du pays, la 42e session des conseils des ministres des Affaires étrangères sous le thème de la vision commune pour la promotion de la tolérance et le rejet du terrorisme a débuté ses travaux le mercredi dernier 27 mai et s'est clôturé hier à Kuwait City. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, à porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf, a pris part à cette session. À cet effet, il est accompagné par une importante délégation composée Ahmed Ali Silay, ministre délégué à la coopération internationale et plusieurs hauts responsables de notre pays. Le Conseil a discuté d'un large de questions qui suscitent l'intérêt des États membres avant d'adopter des résolutions concernant les différents problèmes, notamment la cause de la Palestine et du Moyen-Orient, le Mali, la Somalie et la minorité de Rohingya au Myanmar. Une session de brainstorming a été tenue sur le terrorisme et l'extrémisme violent pour délibérer sur la nature et la dangerosité de ces menaces et parvenir à une position et une stratégie unifiée pour y faire face. Le Conseil a adopté à l'unanimité la déclaration de Koweït qui traitait de grandes questions qui préoccupent le monde islamique. Et le président de l'Assemblée nationale par intérim, Saïd Barkhad Abdullahi, a reçu ce matin une délégation importante de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples conduite par l'honorable Keïti Zainabou Sylvie. Est également présent aux discussions les présidents des commissions parlementaires Achad Abalguele et Ilmi Moussa Hassan, le secrétaire général du Parlement Ismaël Goulal Boudine, le directeur du cabinet Mahdi Abri Hassan et le secrétaire général du ministère de la Justice Abdi Ismaël Hirsi. La commission a été renseignée sur les efforts du Parlement pour améliorer la question des droits de l'homme à Djibouti, ainsi que des efforts fournis pour adapter les lois nationales aux conventions internationales ratifiées. Les membres de la commission des droits de l'homme ont salué le fait que la République de Djibouti a ratifié de nombreuses conventions internationales comme la convention de CDF, du protocole de Maputo, convention de Kampala, ainsi que l'adoption du code de la famille, d'une loi sur le quota pour améliorer la représentativité des femmes, ainsi que la loi 333 pour la lutte contre la pratique de MGF et les violences contre les femmes. Des réserves ont toutefois été formulées. Les membres de la commission des droits de l'homme quant à l'état de vétuste des locaux de la prison centrale de Gabon, dont ils ont déploré les conditions de détention et de surpopulation carcérale. Le président par intérim, Saïd Barkhad Abdullahi, a souligné que la résolution de cette question était prioritaire pour le pays puisqu'il est prévu la construction d'une nouvelle prison répondant aux normes internationales en vigueur conformément aux instruments que le pays a ratifiés. Il a précisé en outre qu'un site au niveau des BK23 a été déjà identifié à proximité de la gendarmerie nationale afin de construire la nouvelle prison dans les 2 années à venir. Et dans le reste de l'actualité, la session de formation en entrepreneuriat destinée au cadre du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport est dispensée par le directeur du programme de jeunesse, Makonde Ndiaye, vient de prendre fin.
En effet, pendant la durée de cette formation, l'encadrement pédagogique a dispensé d'importants thèmes dans comment créer mon entreprise, négocier mon financement, le plan d'affaires, le guide de l'animateur, les créneaux porteurs du pays, la présentation du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, ainsi que la comptabilité simplifiée et la fiscalité applicable à la micro-entreprise. Cet encadrement a été enrichi par l'intervention des experts nationaux. Madame Kafi Abdurrahman Cheikh, directrice du centre agréé de Djibouti, qui a fait une présentation sur la comptabilité simplifiée. Ali Mohamed Kamil, conseiller technique au ministère du Travail sur la politique nationale de l'emploi. Monsieur Ali Ahmed Aboubakar, responsable du département études et prospection économique de l'ANEPI sur les créneaux aux porteurs. Ali Ibrahim Ali, inspecteur des impôts sur les impôts. Mehdi Osman Awali et Dahir Abdullahi Moussa, conseiller technique au ministère du budget sur la fiscalité applicable aux micro-entreprises. De formation, de formateurs en entrepreneuriat jeunesse. C'est-à-dire comment créer, comment gérer, comment évaluer les micro-entreprises. Cette formation qui était destinée à l'ensemble des cadres du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport durant la période du 24 au 28 de ce mois, pour dispenser cette formation aux jeunes candidats à l'entrepreneuriat et ou aux jeunes leaders du pays, pour qu'émerge à travers tout le pays la culture entrepreneuriale et des entreprises des jeunes qui ne doivent plus être des problèmes, mais des solutions des problèmes au pays. Écoutez le secrétaire général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport qui a rappelé l'importance de la tenue de cette formation non seulement pour le secrétariat d'État mais aussi pour notre jeunesse. Mesdames, Messieurs les encadreurs, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir d'être parmi vous ce soir à l'occasion de la cérémonie de clôture de cette formation à l'entrepreneuriat jeunesse, organisée en étroite collaboration avec la CONFEJES, qui est représentée ici par le directeur du programme, M. Makondé. J'aimerais quand même revenir sur l'importance de cette action de formation de formateurs sur la formation en entrepreneuriat de la jeunesse. C'est, comme vous le savez, notre pays est confronté à un chômage important des jeunes. C'est donc une priorité de s'occuper de ces jeunes, de leur insertion économique. Et c'est une priorité du gouvernement. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit cette actuelle formation. Maintenant, j'aimerais dire un petit mot à l'endroit des participants à cette formation. D'abord les féliciter d'avoir suivi de bout en bout cette importante formation de formateurs. Dans le reste de l'actualité, les premières inscriptions biométriques des équipes pour les Jeux nationaux de la jeunesse s'est déroulées dans la commune de Belbela. Plusieurs clubs engagés du 4e arrondissement se sont présentés comme convenus au complexe sportif Roi Fahad pour s'enregistrer. La commune de Belbela a abrité la plus forte concentration de mouvements sportifs de jeunes. À l'instar des grandes compétitions internationales, ce jeu sera complètement géré par un logiciel biométrique mis en place pour la première fois à Djibouti par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Ce logiciel, conçu spécialement pour cet effet, et qui assurera la collecte des données biométriques de chaque joueur afin de produire une carte d'accréditation, permettra aussi de fournir des données statistiques sur le jeu, fournira également le calcul des systèmes de pondération de communes et de régions. Environnement, le 4e arrondissement. Comme vous le savez, Belbela, c'est la commune la plus importante en termes de densité de population et naturellement les joueurs aussi. C'est la commune où il y aura le plus grand nombre de joueurs à la première phase, la phase intra-quartier. Donc les jeunes sont là, ils s'inscrivent tranquillement. On voit qu'il y a un engouement chez les jeunes pour ces premiers Jeux nationaux de la jeunesse.
Dans l'actualité également, la carte code de Djiboutienne a clôturé une formation de police technique et scientifique sous-marine au profit de 9 agents de la carte code djiboutienne sur la sécurité maritime dispensée par des experts de la mission européenne ECAM Nestor. Et la cérémonie de clôture de ce stage de formation a eu lieu au port de pêche de Djibouti et a réuni des membres du gouvernement djiboutien, le directeur général de la sécurité nationale, du commandant de la garde républicaine, du chef d'état-major particulier de la présidence, du commandant de la base japonaise et du commandant du camp Lémonier. Des représentants du corps diplomatique en poste à Djibouti et des officiers supérieurs des forces étrangères et stationnés à Djibouti. Cette formation s'inscrit dans le cadre des objectifs de la mission ECAM Nestor et qui consiste à assister le développement et l'amélioration continue de la sécurité maritime des pays dans lesquels la mission travaille en renforçant notamment les compétences humaines et les moyens internes de lutte contre la piraterie et la gouvernance maritime. Au cours de leur formation, ils ont pu bénéficier d'une formation dans le domaine de la sécurité maritime et notamment les techniques sur la collecte de preuves sur le lieu des crimes. De la formation de police technique et scientifique sous-marine. La formation technique et scientifique maritime répond effectivement aux besoins de notre institution. Quant aux recherches et aux investigations sous-marines et des signes de crimes sous-marines, je tiens à adresser encore une fois notre gratitude et notre reconnaissance envers à l'Union européenne qui nous apporte son soutien inconditionnel et permanent directement ou à travers les institutions telles que les missions européennes d'ECAM Nestor qui ont toujours été à nos côtés. Le secrétaire général du ministère de l'équipement de transport, Saïd Ibn Hassan, a affirmé de son côté que cette formation devrait permettre aux participants d'avoir une base solide en termes de renforcement de capacités. Le chef de la mission européenne d'ECAM Nestor a de son côté déclaré que ces formations donneront la capacité aux gardes-côtes d'intervenir directement sur le lieu d'un crime en mer, tout particulièrement la piraterie, pour ainsi retrouver des preuves qui auraient été jetées à l'eau par les criminels. Écoutons-le. Et cette formation dont nous marquons aujourd'hui la fin est tout à fait emblématique de cette volonté d'accompagner la garde-côte avec équipement et formation. Je tiens aussi à souligner que cette compétence est une compétence d'excellence. Très rares sont aujourd'hui dans le monde les forces garde-côte qui ont cette capacité à aller au fond de l'eau, recueillir des preuves ou inspecter la coque des navires. Donc c'est une étape importante en termes de professionnalisme que la garde-côte djiboutienne franchit aujourd'hui. C'est avec un grand honneur que je représente aujourd'hui le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Moussa Ahmed Hassan, pour assister à cette cérémonie de clôture de formation de police technique et scientifique sous-marine. L'objectif de ce stage consiste à renforcer les capacités de nos agents en matière de recherche et d'investigation des scènes de crimes sous-marines. À la une également, le lancement des activités du projet Foyer Améliore s'est tenu hier au siège de l'Union des femmes de PK50 dans la région d'Arta. L'association des femmes de PK50 a organisé ces activités. La cérémonie de lancement a vu la présence du préfet de la région d'Arta, Abdullah Darar, et le président du conseil régional, Omar Jamaoudoua, de la présidente de l'association femmes de PK50, Amina Abdullahi, et les 15 femmes bénéficiaires de cette formation. Elle va durer pendant 6 mois et elle a été financée par l'Agence djiboutienne de développement social, l'ADDS. Cette formation de foyer amélioré est assurée par un formateur. Enfin, l'association Femmes de PK50 a remercié l'Agence djiboutienne de développement social, ADDS, pour cette initiative. Le FINIAB a remis ce matin un lot d'équipements et des médicaments au centre hospitalier d'Obok. La cérémonie de remise a réuni sur place le secrétaire général du ministère de la Santé à Ali Selay, la représentante de FINAB à Djibouti, Mme Aïcha Ibrahim, le médecin-chef de la région, Dr Helem Abraham, ainsi que les autorités locales, à savoir le président du conseil régional, Ali Ahmed, et le préfet Hassan Dabali.
Ce sont au total près de 59 cartons composés de différents kits pour la prise en charge des interventions d'urgence en santé maternelle et de la reproduction. Une dotation qui va couvrir les besoins en médicaments pour une période de 3 mois. Cette mesure d'urgence est réalisée en attendant la réhabilitation du bloc opératoire et le recrutement d'un personnel composé de gynécologues et de sages-femmes. C'était dans les titres oui au président Guélé pour un 4e mandat, c'est ce qu'ont clamé hier les Obokois qui rassemblaient en masse autour des responsables de la région. En effet, ce sont le président du conseil régional Ali Hamad Hassan et son adjoint, le vice-président Kamil Hamad, mais également le député Abdou Kamil et l'homme d'affaires Obokois Abdulwahab Meke, ainsi que plusieurs chefs coutumiers locaux de la région qui ont ouvert cette marche de solidarité au président Guélé. La population de Hayo n'est pas en reste puisqu'elle s'est déplacée massivement pour participer à cette marche et les habitants ont tous unanimement demandé au président de se représenter pour un 4e mandat à la tête de ce pays. Des chants, des soutiens et des slogans sur des banderoles, les Obokois étaient déterminés durant cette marche et avec une volonté de faire, demandant au président Ismaël Marguerite de se représenter afin de guider le pays vers le chemin de développement économique durable. Restons à Obok. Réduire la pauvreté dans la région de l'intérieur est un des objectifs qui s'est fixé l'ADDS. C'est dans cette optique qu'une importante délégation de l'ADDS est rendue aujourd'hui à Obok. Accueillie à son arrivée par les autorités régionales dont le préfet Hassan Dabali Ahmed, le président du conseil régional Ali Hamad Hassan et par les responsables des associations locales de jeunes et de femmes. La délégation de l'ADDS conduite par le directeur général Mehdi Mohamed Jama a entamé une visite de différents sièges des associations obokoises. La DDS a remis plusieurs kits à ces associations, dont des matériels informatiques, des machines à coudre et des produits artisanaux, pour permettre à ces jeunes d'acquérir un savoir-faire et de pouvoir s'insérer professionnellement. La visite s'est déroulée dans les meilleures conditions et les responsables régionaux de la DDS ont constaté que ces matériels étaient utilisés à bon escient. Ce projet est financé par la Banque africaine de développement et entre dans le cadre du programme de réduction de la pauvreté dans les chefs-lieux. Au-delà des projets qui ont été mis sur pied par la DDS jusqu'à présent, 12 autres projets sont en cours de réalisation concernant l'accès à l'eau, l'alphabétisation, la préservation de l'environnement, entre autres. La DDS, outre la région de Bok, a également entrepris des actions similaires dans les régions de l'intérieur. Et au total, ce sont 82 projets qui ont été réalisés par la DDS en faveur des associations des régions, ce que l'on appelle des micro-projets associatifs. À Obok, ces jeunes ont été formés en informatique, en anglais, en couture et en artisanat, ainsi que dans la conduite des engins lourds et légers. Et à l'issue des formations, les responsables présents ont remis des attestations aux jeunes bénéficiaires qui ont suivi ces formations avec rigueur et assiduité. Et par la suite, la délégation a entamé la visite du site qui abritera une route pavée. Un projet mené par la DDS et financé par la Banque africaine de développement. La délégation conduite par le préfet d'Obok, Hassan Dabali, le directeur de la DDS, Mehdi Mohamed Jama, a reçu de la part des ouvriers travaillant sur le chantier les explications nécessaires quant à la construction de cette route qui sera entièrement pavée et du délai de finition des travaux. Pour sa part, le préfet d'Obok, Hassan Dabali, s'est déclaré réjoui de constater que ces projets est en voie de réalisation et a félicité les partenaires, notamment la DDS. Il est également revenu sur l'insistance de la DDS envers les associations régionales quant aux formations et aux équipements qu'elles ont reçus. Avant de passer à l'actualité internationale, je vous emmène à Holhol, où l'association DJIA de jeunes de Holhol a procédé à des remises de prix aux meilleurs élèves du collège. C'est dans l'optique d'encourager et de soutenir le collégien que le jeune de l'association Holhol DJIA a offert un lot de prix constitué de livres aux élèves ayant obtenu le meilleur résultat, Bef Blanc régional d'Ali-Sébier. Et la cérémonie s'est déroulée hier au collège de Holhol en présence du chef du poste Madi Aden Chiwa, du représentant d'annexe Moussa Miguel et du président et du principal et des membres de l'association Aden Helchinegei qui a indiqué que son association allait maintenir son soutien aux collégiens.
Place à présent à l'actualité hors de nos frontières. Au Nigeria, Muhammadu Buhari devient ce vendredi le nouveau président du Nigeria à l'occasion d'une prestation de serment sans précédent dans l'histoire du pays qui n'est jamais connu de victoire de l'opposition sur un chef d'État sortant. Explication. À 72 ans, cet ancien putschiste va prendre les rênes de la première nation d'Afrique, tant par sa population que par son économie. Mais il sera immédiatement confronté à plusieurs chantiers majeurs, de la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram aux graves problèmes économiques du pays. Cette investiture intervient 32 ans après l'arrivée au pouvoir de ce général grâce à un coup d'État. Il avait été évincé 20 ans plus tard. M. Buhari s'est décrit lui-même comme un démocrate converti. Il s'est engagé à diriger une administration qui soit au service des 173 millions de Nigériens en laminant les flots de la corruption. Il reste que la passation du pouvoir représente une étape significative dans le développement démocratique du Nigeria, a indiqué Clément Nko, un ancien militant opposé au pouvoir de militaires, qui dirige désormais le Centre pour la défense des droits politiques et juridiques. Si le régime civil a été restauré en 1999, le Parti démocratique populaire du président battu Goodluck Jonathan n'avait jusqu'à là jamais lâché le pouvoir. La vague de chaleur en Inde a fait au moins 1700 morts. L'Inde connaît des températures caniculaires depuis plusieurs jours. La vague de chaleur en Inde fait toujours plus de victimes sur au passage. Les habitants faisant face hier à un afflux de malades alors que 1700 personnes sont mortes en bilan le plus lourd depuis 20 ans. Comme nous explique ici Samartar Saïd. Des centaines de personnes, surtout parmi les plus pauvres, décèdent chaque été en raison de la chaleur en Inde. Mais 2015 s'avère être l'année la plus meurtrière depuis 1995. Cette année-là, 1677 personnes étaient décédées des conséquences de la canicule selon des données officielles. Dans l'état de Bandra à Pradesh, dans le sud du pays, le thermomètre a grimpé à 47 degrés. En 1334 personnes sont décédées depuis le 18 mai, plus du double du nombre de victimes et de la chaleur enregistrée pour l'ensemble de l'année dernière. Les médecins de cette région disent ne jamais voir enregistrer autant de cas graves. Et selon les experts, le nombre de victimes s'est probablement sous-évalué. Les plus pauvres et les plus âgés, moins bien informés des dangers des coups de chaud, un organisme de recherche, la soudaine augmentation des températures pourrait en partie expliquer ce lourd bilan. La vague. Voilà l'essentiel de l'actualité préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi.